Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e débriefing des sessions de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet puisqu'il s'est passé un événement assez important dans la dernière partie, c'est que un des personnages est mort. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, il n'y a, même pas eu les jets de sauvegarde puisqu'il a pris un coup critique et les dégâts infligés surpassent ses points de vie maximum en négatif, ce qui donc normalement le tue sur le coup. Et donc voilà, alors la question c'est que faire dans ce cas-là, hein, surtout dans une campagne comme ça qui se veut plutôt légère, qui se veut plutôt féerique, où on avait justement posé peu de combats. Puis, c'est aussi un personnage où il y avait eu un investissement au niveau de la narration, au niveau de l'histoire. C'est pas forcément facile de réintroduire un nouveau personnage à ce moment-ci de la campagne. C'est pas toujours très intéressant. Donc, comment gérer la situation? D'autant plus que dans la campagne telle qu'elle est écrite, il n'y a pas vraiment de possibilité de rappel à la vie, de résurrection. Ce sont des possibilités qui existent dans les règles de Donjons et Dragons, qui peuvent être présentes à partir d'un certain niveau avec un premier sort qui permet de ramener à la vie quelqu'un qui est mort depuis moins d'une minute. Mais là, les joueurs ne sont pas. Il n'y a aucun clerc dans l'équipe, il y a aucun personnage qui est capable de faire ce type de soin. Et dans des parties, on va dire, d'autres parties de Donjons Dragons, il y a toujours la possibilité peut-être de se tourner vers un temple, hein, d'aller chercher de l'aide pour obtenir une résurrection auprès d'un temple, d'une divinité. Là, dans la féerie, il n'y a pas trop cette possibilité-là, et il n'y a pas vraiment de personnage qui est prévu pour faire ça. Il y en a un qui se trouve dans le palais de Zybilna, hein, c'est la clerc qui fait partie de l'appel des vaillants, mais elle n'est disponible, elle est en action que très très tardivement dans la campagne. Et donc en attendant, il n'y a rien de prévu. Donc il a fallu un peu improviser là-dessus. Donc pour improviser, j'ai essayé de réutiliser les personnages des guenodes, hein, donc Tati Rictus, Mamie Tricus, etc., que j'avais déjà introduits, qui viennent donc des backgrounds des personnages. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que ça lie aussi, ça permet de rechercher des éléments qui sont liés au background du personnage. Ça va approfondir la relation entre Warwick et sa mère adoptive, hein, puisque c'était le cas de Tati Rictus. Et donc, c'est elle qui va le sauver. À un moment donné, j'ai hésité à proposer proposer que la licorne puisse éventuellement euh, faire revenir Warwick, mais je trouvais que c'était un peu trop simple, un peu trop facile, et ça me semblait plus riche en termes de narration d'accorder ça à la guenode. Donc c'est vrai que c'est pas dans le profil de la guenode, mais pour ça je me suis inspiré d'un personnage qui avait été proposé dans La Malédiction de Strahd, un personnage qui avait été ajouté dans les scénarios supplémentaires de La Malédiction de Strahd, qui était une guenode qui s'appelait Jenny, qui pouvait aussi ramener à la vie les PJ. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de reprendre un peu cette idée d'une guenode qui va pouvoir lancer un sort, mais les règles de la féerie s'appliquent toujours, c'est-à-dire qu'il y a la règle de réciprocité qui est là, et donc ils vont être redevables d'une vie auprès de cette guenode. Ce qui est plutôt amusant aussi, c'est que en croyant berner finalement la guenode en lui offrant une fausse corne de licorne, ils lui ont en fait offert une information cruciale qui lui manquait puisqu'elle n'avait pas compris comment accéder au lac. Et là, en lui donnant la corne, Bélas n'a pas su tenir sa langue et lui a révélé cette information. Ce qui va me permettre éventuellement d'avancer aussi les projets de ce trio de guenodes, qui, comme je l'indique à un moment donné dans la partie, a pour objectif en fait elles ont une ambition, essayer de se rapprocher d'une certaine façon de Zilbilna.
Je reviendrai plus en détail par la suite sur la nature de ce trio, puisque c'est pas un trio de sorcières anodin, je l'ai vraiment lié au cœur du scénario. Donc voilà, elles ont un rôle là-dedans. Elles sont en quête aussi de cette corne pour en faire quelque chose. Donc là, j'estime que ça va leur offrir une opportunité pour se la procurer. Peut-être que la résurrection de ce pauvre Warwick aura des conséquences bien plus graves que ce que ne pensent les personnages. Alors là, vu le délai dans lequel est mort Warwick, ce qu'elle jette, c'est un relever les morts, un raise dead, un rappel à la vie aussi selon les traductions, donc qui normalement consume un diamant d'une valeur de 500 PO, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est quand même quelque chose qui a une grande valeur. Et donc voilà, il va être... Donc là, les PJ ont donné quelque chose en échange à cette sorcière. Elle a bien l'intention de réclamer aussi autre chose de la part de Warwick, hein, qui lui a fait déjà beaucoup de tort. Donc voilà, ça me semblait intéressant de remettre ce personnage en jeu et de jouer autour de ça, plutôt que de stopper net l'histoire de Warwick. Voilà, je pense que c'est un personnage qui a encore des choses à dire, mais tout cela a un coût, tout cela a un prix, tout cela va avoir des conséquences aussi sur le déroulement de la suite de la campagne. Donc voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête finalement quand on mène cette campagne, c'est que si on se confronte au Gunod, il y a des chances non négligeables que sur un jet de dés, les choses tournent très très mal. Là, ils avaient conçu un plan, ils n'ont pas eu beaucoup de chance au niveau de l'exécution du plan, mais mine de rien, la Gunod, c'est quand même, je le rappelais la fois dernière, c'est quand même un facteur de puissance 8, celle-ci, hein, c'est la plus puissante des 3 Gunods. Donc il n'est pas étonnant que les personnages aient du mal. Alors, d'autant plus que normalement, il devrait être d'un niveau un peu plus supérieur, il devrait être au moins au niveau 4, hein, si j'avais vraiment suivi la progression du proposé dans le livre, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Je pense que ça n'aurait pas été déterminant vraiment sur la survie des personnages face à ce personnage qui est d'un facteur de puissance 8. Ça reste une rencontre qui est hautement mortelle pour des personnages. Alors là, ils avaient quand même des avantages, hein, ils avaient réussi à utiliser, hein, je me suis permis de leur rappeler aussi qu'ils avaient cet avantage, hein, le fait de savoir quelle était la faiblesse de Skabata, qu'elle ne voyait pas la personne, la première personne qu'elle voit en se réveillant. Donc là, voilà, ils ont pu utiliser cet avantage-là, mais il n'était que deux aussi à faire face à elle, donc il y avait pas, Rougalin n'était pas là, Cornélan n'était pas là. Peut-être qu'en ayant davantage d'alliés, ils auraient pu mieux gérer la situation. Mais là, voilà, ils ont tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est aussi pour ça qu'on fait du jeu de rôle, c'est aussi pour se faire surprendre. Et donc moi, je décide d'appliquer les jets de dés tels qu'ils se déroulent, hein, que ce soit en positif pour les personnages ou en négatif ici. On essaie de jouer les conséquences des actions en étant fair-play des deux côtés. Voilà, donc alors c'était quand même pas évident, hein, de réfléchir aussi. Je m'en veux un petit peu de ne pas avoir aussi reparlé de la clé de Skabata qu'elle avait dans son dos, hein. Là, le fait que Bélas l'a poussé par derrière, c'était l'occasion peut-être de remettre un peu ça en jeu. Voilà. Outre, alors il y avait d'autres possibilités, hein, il y avait pour garder éventuellement Warwick en jeu si on voulait, il y avait toujours la possibilité de faire intervenir sous forme de fantôme ou de faire intervenir peut-être la licorne à laquelle il est lié, enfin bref voilà. Mais voilà, la solution de la Guenon me semblait la plus intéressante narrativement et offrir le plus de choses. Il y a eu ce petit jeu de négociation avec elle qui, je trouve, est intéressant et correspond bien finalement aux capacités de ces personnages qui sont des personnages très sociaux, hein, très dans la discussion et aborder les problèmes de façon un peu par la ruse et la tromperie. J'en ai profité également pour introduire les éléments dont j'ai besoin pour la suite, puisque j'ai décidé que la corne de la licorne, qui est un peu au cœur de la résolution du dernier chapitre,
Cette corne, normalement, elle est placée de façon soit aléatoire, soit choisie par le meneur de jeu parmi tout un éventail de possibilités en début de la campagne. Euh, Là, moi, j'ai choisi de ne pas prendre les choses qui sont proposées dans la campagne, mais de placer cette corne dans le carnaval d'Isolde, donc le carnaval qui est le pendant un peu négatif du carnaval de Sorcelume, pour amener les personnages à visiter cet endroit. Hein. Donc pour l'instant, ils ont toujours détourné, je leur ai offert ça fait 2 fois que je leur fais miroiter ce passage, hein, avec la présence des miroirs dans les demeures des sorcières, donc ils ont bien compris comment accéder à cet endroit, et pour l'instant ils n'ont pas jugé utile d'y aller. Et donc là j'ai conçu, j'ai imaginé que c'était un des enfants de la demeure de Skabata qui avait mis la main sur la corne dans la demeure, qui s'en est emparé et qui avait trouvé également un prospectus du carnaval qui lui permettait d'ouvrir le passage vers le miroir. Et donc il s'est enfui avec la corne de l'autre côté du miroir. Et donc là, s'ils ont l'occasion d'explorer ce côté-là, ils pourront se mettre en quête de cette corne et de cet enfant, Gale, hein, que j'ai introduit par la voix donc de Mishka une première fois, et j'ai redonné l'information après quand ils ont retrouvé le gang des fugueurs. Toute cette dimension liée à la mort redonne un petit côté un peu plus sombre aussi, hein, à la campagne. Elle montre que les sorcières, c'est pas des rigolotes, et qu'elles sont là vraiment pour installer une ambiance assez sombre. Euh, les enfants autour de Will n'ont pas forcément conscience de ça, puisqu'ils sont protégés par le sort de Zybilna qui empêche les enfants de mourir, mais ce n'est pas le cas des personnages joueurs. Il y a aussi, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure, il y a aussi une table dans laquelle on jette pour savoir ce qui se passe quand un personnage meurt dans Séant, ou dans Par-delà, ou dans Ça et là. Et donc cette table-là, j'ai fait jeter un des 8 à Warwick, donc il a fait 3. Il ne se passe rien de particulier sur cette table. Ça vaudrait peut-être le coup de développer cette table-là, et que chaque GD donne une possibilité. Certaines sont assez dures, hein. Il y a une possibilité qui fait disparaître le corps en poussière, donc ça limiterait fortement les possibilités de résurrection du personnage. Mais voilà, donc ça donne il y a quand même ce côté un peu sombre, un peu dangereux aussi dans cette campagne. Je pense que là, en tout cas, c'est ce qu'ils ont reconnu à la fin. Les joueurs se sont rendus compte que affronter une guenaude, ça ne se faisait pas très facilement, qu'il fallait être largement préparé et être très méfiant pour affronter ces créatures. Voilà. Donc on va voir la fois prochaine ce que va donner la suite des événements. Donc notre bon ami Warwick va pouvoir rejoindre l'équipe. Il va être affaibli pendant quelques temps. On va voir un peu comment ils vont gérer tout ça. Et surtout, on verra donc quelle va être la prochaine destination des joueurs. Et puis, qu'est-ce qu'il va donner peut-être en échange. Qu'est-ce qu'il pourrait offrir à cette guenaude qui l'a ramené à la vie. Donc je suis assez curieux de voir la confrontation que cela va donner. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie de Par-delà le carnaval de Sorcelume, et pour le débriefing qui ira avec. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée.